à Paris. Nous retrouvons à présent notre invité au cœur de l'info. Nous accueillons ce soir Claire Nicollet, qui est responsable des opérations d'urgence pour Médecins sans frontières. Le 11 mars dernier, à la faveur de la trêve conclue entre Israël et le Hamas, elle a pu se rendre dans la bande de Gaza. Elle devait y rester une semaine, mais s'est retrouvée bloquée quand l'offensive israélienne a repris. Et elle va nous raconter dans un instant ce dont elle a été la témoin durant ces 3 semaines de la vie quotidienne des Gazaouis, des défis qu'ils doivent relever chaque jour, aussi bien sur le plan matériel que psychologique, sur un territoire où il est impossible aujourd'hui de se protéger. Claire Nicollet, merci beaucoup pour ce témoignage que vous nous livrez ce soir. Il est essentiel, je vais le rappeler, parce que les journalistes ne peuvent toujours pas entrer dans la bande de Gaza. Vous avez pu y aller, c'était le 11 mars, vous deviez entrer pour une semaine. Quelle devait être votre mission initialement quand vous êtes parti à Gaza? Donc j'étais partie rencontrer les équipes sur place, voir les opérations que nous menons depuis de nombreux mois maintenant, et pouvoir effectivement aller visiter les hôpitaux, visiter les équipes et bien sûr aussi voir la situation sur place et pouvoir en témoigner comme je le fais aujourd'hui. Notamment dans le nord de la bande de Gaza, qui est une zone à laquelle on n'avait pas accès, enfin vous n'aviez pas accès, les humanitaires, depuis des semaines à cause des bombardements notamment, et puis parce que le couloir n'était pas ouvert. Voilà, donc ça c'est vrai que ça a été un gros changement depuis la trêve le 19 janvier dernier, puisque effectivement les équipes qui continuent à travailler, nos équipes palestiniennes qui continuent à travailler, étaient vraiment livrées à elles-mêmes finalement. On n'avait pas l'occasion et la possibilité d'aller là-bas, mais aussi d'apporter du matériel de façon suffisante, puisque effectivement il y avait vraiment une scission, on va dire une séparation totale entre le nord et le sud de la bande de Gaza. Et effectivement, à partir de ce 19 janvier, on a pu commencer enfin le 1er février pour être exact, on a pu commencer à avoir des mouvements réguliers, à aller rencontrer les équipes, à renforcer les équipes, et aussi à recommencer en fait de beaucoup plus grandes activités dans le nord de la bande de Gaza, donc dans la ville de Gaza et dans le gouvernorat du Nord, puisque une grosse partie de la population à ce moment-là est aussi partie finalement dans la partie nord de la bande de Gaza. On va peut-être voir ces images effectivement de diaspora, enfin d'exode, de retour finalement dans cette zone du nord. La population, les Palestiniens avaient été appelés à fuir le nord, à fuir les bombardements. On le rappelle, ce sont 14 mois de bombardements intensifs, de guerre que mène Israël contre le Hamas, avec évidemment les civils qui sont victimes aussi de cette guerre. 3 semaines de trêve. Quand vous entrez dans la bande de Gaza, le territoire connaît une trêve depuis 3 semaines. Quel est votre premier constat? Alors, ce qui était vraiment choquant pour moi, c'était le niveau de destruction. Donc, vous rentrez dans la bande de Gaza et... On va peut-être voir une image d'ailleurs d'une voiture de MSF, effectivement, où on voit ces destructions autour. Donc, vous rentrez dans la bande de Gaza, donc par le sud, à Kerem Shalom, et on voit seulement des bâtiments détruits, mais c'est pendant des kilomètres et des kilomètres. Donc, des bâtiments détruits, une population qui vit là où elle peut vivre, c'est-à-dire y compris dans les gravats. Et donc, c'est vrai que c'est ça la première chose qui est vraiment choquante, c'est de voir ce niveau de destruction massif. Et dans ma petite expérience, j'ai pas fait tous les... Qui est quand même une grosse expérience. Vous avez connu beaucoup de terrains de guerre, la RDC, le Yémen, l'Afghanistan. Enfin, vous minimisez un peu votre expérience. Donc justement, au contraire, à la lumière de ça, vous constatez que vous assistez à des scènes inédites. Complètement inédite, voilà. Donc j'ai eu des expériences diverses et variées, y compris récemment au Soudan ou en Ukraine encore. Et ce niveau de destruction, on le voit, en tout cas, voilà, de mon expérience, je l'ai jamais vu sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. On avait reçu sur ce plateau Ronnie Broman, cofondateur de MSF, début mars, et il avait préfacé un livre nord de Gaza, dans lequel il écrivait: aucune population n'a subi des bombardements d'une telle intensité, aucune guerre récente n'a tué autant d'enfants, qu'un massacre de cette envergure n'a reçu un tel soutien de la part des pays démocratiques, professant à propos leur attachement au droit international et aux droits humains. Là, on apprend à l'instant d'ailleurs que Emmanuel Macron va tenir un sommet avec le président égyptien et le roi de Jordanie au sujet de la bande de Gaza. Comment, quand vous arrivez dans ces zones de la bande de Gaza,
Comment vont les Gazaouis que vous rencontrez? Je dis qui vivent cette trêve depuis 3 semaines. Donc, en fait, ils sont dans une espèce d'entre-deux, c'est-à-dire que d'un côté, ils sont vraiment contents que les bombardements aient cessé, puisqu'ils n'ont plus cette peur au ventre qu'ils nous décrivent, d'avoir peur qu'à tout moment, il y ait un membre de leur famille, un de leurs amis qui meurt. Il faut comprendre que 100% des gens vivant à Gaza aujourd'hui sont en deuil. Ils ont tous perdu un membre de leur famille, des membres de leur famille, des amis proches, des collègues. Donc ça, c'était quand même un soulagement pour eux. En revanche, une incertitude. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois me réinstaller dans le Nord parce que je suis originaire du Nord? Est-ce que je dois rester ici? Qu'est-ce qui va se passer demain? J'entends qu'il y a des négociations pour la continuité ou de la trêve. Qu'est-ce que je dois faire finalement? Qu'est-ce qui va se passer demain? Et malheureusement, on a vu de quel côté ça basculait. Mais ils étaient vraiment dans cet entre-deux d'être soulagés, mais d'être très inquiets aussi et très incertains de l'avenir. Parce qu'ils sont privés aussi de tout. Ils sont privés d'eau courante, de nourriture. On sait que c'est très difficile de se nourrir quotidiennement. Il y a cette photo aussi que vous nous avez transmise à Betlaya, dans le nord, d'une habitation en fait qui s'est construite, qui s'est fabriquée dans un immeuble détruit. Et on comprend qu'il y a une famille qui habite là. Et donc, on fait avec les moyens du bord, en somme. Et ce qui est fou, c'est que cette photo, on pourrait se dire, on a pris la photo qui montre cet endroit spécifique. Il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines d'endroits comme ça au sein de Gaza aujourd'hui. Et donc, expliquez-nous, ce sont des familles entières. C'est combien de personnes qui vivent à l'intérieur d'une maison comme celle-ci? Donc, on imagine bien qu'il n'y a aucune commodité. Enfin, il n'y a que des pièces détruites dans lesquelles on peut dormir sur du béton. Voilà. Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'au moment de la trêve et que le corridor de Netzarim qui partageait donc le nord et le sud s'est réouvert, les gens du sud sont revenus massivement dans le nord et pour y trouver leur maison. Déjà, ils ont souvent pas reconnu, ne serait-ce que même les rues, tellement c'était détruit. Ils ne savaient même plus dans quelle rue on était. Mais ceux qui ont parfois retrouvé l'endroit où ils vivaient, en fait, se sont installés comme ça, avec le peu de choses qu'ils avaient apporté, évidemment, parce qu'ils n'ont plus grand-chose, malheureusement. C'est des gens qui vivaient en général dans les tentes. Et donc, voilà, ils ont mis effectivement des morceaux de tissu. Et puis, ils vivent là, des familles entières, effectivement, sans rien. Et au milieu des gravats et avec aussi bien sûr des bâtiments qui s'effondraient, qui continuent à s'effondrer puisqu'ils ne sont pas du tout en mesure de tenir. Et on parle aussi vraiment aussi d'immeubles. Donc on voit des gens qui habitent au 3e, 4e étage d'un immeuble détruit à 90% et on se dit mais comment c'est possible de vivre là-dedans? Et ça c'est une réalité massive vraiment dans le nord de Gaza. Et pour le domaine qui concerne MSF, qu'est-ce que vous découvrez concernant le système hospitalier dans le nord de la bande de Gaza quand vous y arrivez? Donc malheureusement, dans le nord de la bande de Gaza, comme il y avait vraiment un exode massif vers le sud, et une impossibilité pour les humanitaires d'aller dans le nord de Gaza. Il y a très très peu d'hôpitaux aujourd'hui qui sont... il y a aucun hôpital fonctionnel à 100% aujourd'hui. Et voilà le genre de choses qu'on découvre. Que l'on comprenne bien, c'est que derrière ce bulldozer, ce que vous voyez, c'est une clinique qui a été détruite. Voilà, donc c'est ça qu'on voit. C'est des hôpitaux détruits, des centres de santé détruits et plus aucun vrai système de santé en place. Pendant cette trêve, vraiment, là, je pense que les humanitaires ont essayé de remettre en place des centres de santé, remettre en place des hôpitaux. Et c'est ça qui est en train de se passer quand ça a à nouveau basculé dans les hostilités. Donc, petit à petit, on recommençait à avoir des constructions d'hôpitaux qui avaient été détruits, qui avaient été brûlés, notamment dans le nord, pour citer Kamel Adwan ou pour citer l'hôpital indonésien dont on a beaucoup entendu parler en octobre à décembre 2024 puisqu'ils avaient été assiégés, brûlés, détruits. Et c'est ça qui était en train de se passer aussi petit à petit, une petite reconstruction et notamment à travers aussi les humanitaires qui commençaient ce travail-là. Je voudrais que vous nous parliez aussi de
comment supporter les médecins, tout le personnel soignant, toutes ces semaines qu'ils venaient de traverser. On sait qu'ils ont subi beaucoup de pression. Certains ont été blessés, certains ont été enlevés. On les a suspectés d'être des terroristes eux-mêmes. Comment ont-ils fait pour continuer? Dans quel état psychologique et physique étaient-ils quand vous êtes arrivé sur place? En fait, ce qui est incroyable, c'est que il y a une forme pour ce personnel de survivre aussi à travers leur travail. Donc, ils se sont dit, là, il y a quelque chose d'important, de fort, que je peux donner à la population. J'ai cette capacité, j'ai ces connaissances. Il faut que je les mette au service de la population qui traverse ça. Et on a vu effectivement des gens qui restaient jusqu'au dernier moment, jusqu'à la destruction des hôpitaux. Donc, on a vraiment les soignants qui se sont mobilisés, mais avec cette inquiétude du lendemain, avec cette incertitude. Eux-mêmes ont des familles. Enfin, il y a des expatriés. Enfin, il y a des expatriés, si je puis dire. Il y a du personnel étranger qui vient en mission pour quelques mois. Et puis, il y a des Palestiniens aussi qui, eux, ont une famille sur place, qui s'inquiètent pour cette famille. Quand on la quitte le matin, on ne sait pas si tout va bien se passer quand on va rentrer le soir ou 24 heures plus tard ou 48 heures plus tard. C'est exactement ça. Nous-mêmes, on a eu malheureusement des histoires terribles comme ça, où il y a des familles entières qui ont disparu. Un de nos collègues qui a été tué à Jabali avec toute sa famille pendant cette période de siège. Et donc, on a eu vraiment ces histoires-là. Et donc, c'est pour ça qu'ils vivent aussi à la fois une expérience de deuil, des expériences difficiles, la peur effectivement d'aller dans le sud à un moment donné et de laisser leur famille dans le nord et de plus pouvoir y retourner le lendemain. Donc c'est toutes ces situations-là où les médecins, les infirmiers continuent à travailler jusqu'à aujourd'hui et avec une vraie inquiétude de se dire mais voilà qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, quelle sera qu'est-ce qu'il y aura de nouveau et en même temps se dire non, je vais continuer à traiter des patients, je vais continuer à soigner et je vais continuer à apporter ce que je peux apporter. Et ces patients qui arrivent dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans des hôpitaux de campagne, hein, parce qu'on comprend bien, c'est pas forcément des hôpitaux de dur. On fait comme on peut dans la bande de Gaza à l'heure actuelle, nous parle aussi de la manière dont Israël mène sa guerre. Il y a eu des témoignages, notamment de médecins revenus, des médecins par exemple américains, occidentaux, qui sont venus en mission pour quelques semaines, quelques mois, qui ont parlé de ces radios d'enfants, de personnes âgées qui ont été ciblées par ce qu'on appelle des drones cibleurs ou par des snipers dont on voit qu'ils ont été visés dans l'abdomen, à la tête volontairement. Donc c'est aussi la découverte de tout cela, de cette injustice, puisqu'on ne combat pas uniquement un groupe terroriste, le Hamas. Ça, c'est très dur et c'est très dur en ce moment à nouveau, depuis la reprise des hostilités le 18 mars. Parce que, par exemple, aujourd'hui, 60% des blessés et des personnes décédées depuis le 18 mars sont des femmes et des enfants. Et ça, effectivement, c'est extrêmement difficile pour les équipes. C'est extrêmement difficile de comprendre finalement le sens de tout ça. De la même façon, Médecins sans frontières travaille dans l'hôpital de Nasser et en particulier soigne les brûlés. Les brûlés, c'est 72% de moins de 18 ans qu'on reçoit depuis le mois de mai 2024, 40% de moins de 5 ans. Bien sûr qu'il y a beaucoup de cas d'explosion, il y a aussi beaucoup de cas d'accidents domestiques. Mais pourquoi il y a beaucoup de cas d'accidents domestiques? Parce que les gens vivent dans des tentes, font brûler leur marmite d'eau et un enfant se renverse la marmite d'eau sur lui. Donc la problématique, c'est aussi les conditions de vie dans lesquelles vivent les gens. Mais voilà, c'est ça qu'on est en train de dire. Les brûlés, c'est des enfants. C'est des femmes et c'est ça la réalité aujourd'hui dans la bande de Gaza. Comment comprenez-vous que vous ne pourrez pas ressortir? Alors en fait, la nuit du 17 au 18 mars, alors que dans la bouche de tout le monde, on était en train de discuter la prolongation de la trêve. De la phase 1, en fait, toute la discussion concernait la phase 1 et la phase 2. Est-ce qu'on prolonge la phase 1? Est-ce qu'on bascule la phase 2? Et là, on savait qu'il y avait des tractations extrêmement complexes entre les deux parties. Voilà. Et à ce moment-là, dans la tête de tout le monde, en tout cas, moi, quand je discutais avec mes collègues palestiniens, quand on discutait entre nous, il y avait vraiment cette idée que il y allait avoir une continuité, une prolongation de la trêve
peu importe si c'était de passer en phase 2, mais en tout cas, on n'allait pas repartir dans les hostilités. Et donc, finalement, ce qu'on voit cette nuit-là, c'est que à 2 heures du matin, tout le monde se réveille avec des bombardements d'une intensité vraiment rare. Et puis, à ce moment-là, vous êtes dans le sud de la bande de Gaza, hein, à Al-Mawassi, je crois. Voilà, exactement. Et donc, on est tous là, on se réveille tous, bien sûr, dans la maison où j'étais à ce moment-là, mais dans toute la bande de Gaza, parce que très rapidement, on se rend compte que ces frappes ont lieu sur l'entièreté de la bande de Gaza. Personne n'est épargné. Personne n'est épargné. Et donc, c'est d'abord pendant 20 minutes non-stop des bombardements aériens. Et puis après, ça continue encore de façon sporadique toute la nuit. Et puis là, finalement, le matin, on se réveille et puis on comprend, pour ce qu'on a dormi, évidemment, on comprend que ça y est, c'est reparti. On est reparti dans une phase d'hostilité extrême et que la trêve est finie et il n'y a plus de cessez-le-feu. Et surtout, par rapport à ce qui se passait avant, il n'y a plus de possibilité de se protéger. On ne sait pas. On ne sait plus où aller, tout est visé, tout le territoire est concerné. Ce que l'on comprend aussi depuis le 18 mars, et vous me l'avez dit, je me permets de vous citer une digue à sauter, c'est-à-dire que tout le monde peut être visé. On l'a vu encore là récemment cette semaine avec ces 15 secouristes qui ont été tués, alors qu'on a les images, les vidéos qui nous sont parvenues aujourd'hui. Les phares étaient allumés, les gyrophares étaient allumés. Ils ont été tués par des tirs israéliens. Vous avez perdu un travailleur cette semaine aussi de MSF avec sa femme et son enfant. On n'est plus protégé aujourd'hui si on est journaliste, palestinien qui travaille dans la bande de Gaza ou médecin ou secouriste ou humanitaire. Oui, et il y a vraiment quelque chose d'incompréhensible, c'est qu'aujourd'hui, 65% du territoire de la bande de Gaza est dite rouge, en danger, donc c'est-à-dire que soit il y a eu des ordres d'évacuation, donc des déplacements forcés demandés par l'armée israélienne, ou c'est une zone tampon à proximité des frontières, mais ça représente 65% du territoire aujourd'hui. Ça veut dire que il resterait potentiellement 35% où la population pourrait vivre normalement sans se faire attaquer, sans se faire bombarder. Et donc déjà, il y a un très petit espace où les gens peuvent rester vivre. Et en plus, même dans ces 35%, on a vu de très, très, très nombreux incidents sur ces 2 dernières semaines, les humanitaires en faisant partie, les structures de santé en faisant partie. On a vu des frappes sur des hôpitaux, on a vu des frappes sur des cliniques, on a vu malheureusement ces secouristes qui se sont fait abattre. Donc, même dans des règles qui seraient données, aujourd'hui, on voit que finalement, elles ne sont absolument pas respectées et on est en danger. Du moment où vous prenez votre voiture, vous êtes en danger. Du moment où vous restez dans n'importe quel bâtiment, y compris un hôpital, vous êtes en danger. On comprend évidemment la pression, le stress, l'inquiétude que ça représente sur les familles quotidiennement. L'autre chose importante avec la reprise de ces offensives israéliennes dans la bande de Gaza, c'est l'arrêt du coup des convois humanitaires, de la reprise de cette aide humanitaire. Or, notamment les hôpitaux, les cliniques ont besoin d'énormément de choses pour pouvoir apporter de l'aide. Il faut suivre aussi en principe les patients qui quittent l'hôpital et ça aujourd'hui c'est devenu très complexe. Voilà, donc aujourd'hui, il y a un blocus total depuis donc le 2 mars, donc on est à plus de 1 mois. Ça a même commencé avant la reprise des hostilités. Ça a fait peu de bruit quand même, puisqu'on a l'impression que c'est normal de pouvoir couper tout approvisionnement dans la bande de Gaza. Là, on voit la difficulté de se fournir en eau. Je rappelle que juste hier, on l'a donné dans nos journaux, une usine de dessalement a été détruite lors d'un raid israélien. Donc, finalement, on se retrouve dans cette situation où il n'y a plus rien qui rentre, mais plus rien du tout. Il n'y a pas un camion qui est rentré aujourd'hui depuis le 2 mars. Et si on fait un petit calcul rapide, comme on était, on va dire, entre 300 à 600 camions par jour normalement, ça veut dire qu'il y a normalement 10 000 à 20 000 camions qui devaient rentrer pendant cette période-là. Donc on peut un peu imaginer ce que ça représente. Et aujourd'hui, rien de tout ça rentre. Donc nous, effectivement, dans nos structures de santé, ça veut dire qu'on commence à manquer tout simplement de paracétamol, on commence à manquer de médicaments pour pouvoir anesthésier les gens et donc faire nos opérations. On commence à manquer de matériel
matériels chirurgicaux, et c'est-à-dire effectivement de la même façon, il y a des opérations qui ne se font plus parce qu'il nous manque des broches pour mettre dans les... Et qu'on vous interdit aussi d'ailleurs, parce qu'on considère que ce sont des éléments dangereux éventuellement pour composer une bombe ou pour attaquer éventuellement un soldat. Par exemple, quand on parle de ces broches ou de ces fixateurs, nous, ça fait des mois qu'on est sur une liste où on attend l'autorisation de faire entrer ça. Donc même si le jour où la porte se rouvrira, et j'espère bien qu'elle se rouvrira, on va être encore en attente des autorités israéliennes pour qu'elles nous permettent de faire entrer ce matériel. Oui, Claire Nicolet, je vous remercie beaucoup de nous avoir apporté ce témoignage. J'aurais eu tant à dire aussi. On sait que c'est complexe aussi pour vous de pouvoir entrer dans la bande de Gaza. On n'a pas parlé des rotations et du sacerdoce. Vous l'avez évoqué, du courage que cela représente pour tous ces humanitaires qui décident de venir et de s'engager et d'être présents auprès des Palestiniens. Merci à vous de nous avoir offert ce témoignage. Ils sont très rares, très précieux, puisque, je le disais, les journalistes ne peuvent toujours pas, après 18 mois de guerre dans la bande de Gaza, accéder au territoire palestinien. Merci Claire Nicolet.